Parfois, le passé ne dort pas. Il chuchote entre les pierres moquets froides d'un domaine oublié, ou s'invite au détour d'une fleur trop tôt éclose. Cette histoire, tissée de silence, de souvenirs brisés et de vérités trop longtemps ensevelies, vous mènera là où la beauté frôle la folie, et où le génie d'un homme éclaire l'indicible. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire, et quelle heure est-il chez toi? Prêt? Entrons dans l'histoire. C'était une fin d'après-midi tiède de septembre, lorsque nous arrivâmes, Poirot et moi, au domaine des Lys, cette vieille propriété nichée entre cyprès et collines dorées du Vaucluse. L'invitation, manuscrite et parfumée, venait de Lady Dupin, veuve d'un diplomate français et amie lointaine de notre cercle londonien. Elle souhaitait, disait-elle, entourer sa petite-fille d'esprits distingués pour célébrer des fiançailles prometteuses. Une formulation un peu grandiloquente, mais typique de la vieille noblesse française. Poirot, bien qu'initialement peu séduit par l'idée d'un déplacement rural, avait accepté avec une curiosité discrète. Une célébration, mon ami, cache souvent plus de vérité qu'un enterrement. M'avait-il soufflé dans le train, les mains jointes sur son pardessus bien plié. Dès notre arrivée, un valet nous mena à travers une allée de buis taillés avec obsession. L'élégance du lieu n'étonna guère Poirot, mais son œil, je le vis bien, capta aussitôt un détail ou deux. Un rideau refermé trop vite, une trace de terre sur un marbre trop propre. La fête n'avait pas encore commencé que déjà, quelque chose l'intriguait. Il y avait dans l'air une lumière presque irréelle, celle que seul l'automne provençal sait produire. Cette clarté dorée et silencieuse qui rend tout à la fois paisible et mélancolique. Le domaine des Lys semblait suspendu hors du temps. Une façade couleur crème encadrée de glycines fanées, un silence habité, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Lady Dupin, grande dame au port, toujours altillée malgré l'âge, nous accueillit avec une chaleur mesurée. Elle portait un voile discret sur un chignon d'une élégance dépassée, et ses gestes trahissaient une fatigue que son sourire feignait d'ignorer. Pendant qu'elle nous guidait dans le parc, Poirot resta silencieux, observant le personnel affairé aux derniers préparatifs. Les nappes blanches sur les longues tables étaient tirées au cordeau, les couverts alignés avec une minutie presque militaire. Trop parfaite, pensa-t-il sans doute. Car s'il y a bien une chose qu'Hercule Poirot redoute, c'est l'excès d'ordre. Il signale toujours un désordre plus profond qu'on cherche à dissimuler. À l'écart, une jeune femme en robe bleue se tenait immobile, les yeux fixés vers la fontaine. Elle ne participait pas, elle regardait. Le cocktail débuta dans les jardins supérieurs, sur une terrasse en pierre chauffée par le soleil de la veille. Les invités, issus pour la plupart d'un monde que je qualifierais de décoratif, héritiers, artistes, diplomates retraités, échangeaient banalité et flatterie autour de flûtes de champagne. Lady Dupin nous présenta à quelques figures notables, le comte de Fontane, un voisin aux manières compassées, le révérend maréchal, ancien prêtre devenu conseiller spirituel, et enfin, mademoiselle Madeleine de Rochefort, la future fiancée. La jeune femme s'inclina doucement devant nous. Elle était d'une beauté sans tapage, un visage fin, encadré de mèches sombres, des yeux gris d'une fixité troublante. Poirot la salua avec une courtoisie retenue, mais je perçus dans son regard un déclic presque imperceptible, cette étincelle qu'il réserve aux esprits qu'il juge singuliers. Madeleine ne parlait guère. Elle observait, notait mentalement, sans que personne ne semble s'en rendre compte. Alors que la musique commençait, elle se retira discrètement vers les rosiers,
comme fuyant l'agitation. Poirot la suivit du regard, silencieux. Il y avait chez elle une retenue qui n'était pas timidité, quelque chose comme une vigilance ancienne, et cela, pour Poirot, valait bien plus qu'un aveu. Ce fut dans une allée bordée de rosiers encore en fleurs que Madeleine s'approcha de Poirot, alors qu'il contemplait distraitement une sculpture de nymphe en marbre veiné. Elle ne souriait pas. « Monsieur Poirot, dit-elle simplement, la voix basse mais ferme, vous êtes l'homme des vérités, n'est-ce pas ?» Il incline doucement la tête. Elle poursuivit. « Ici, chacun célèbre une image, mais la vérité, elle est dessous, comme les racines sous la table dressée. » Poirot resta silencieux un moment, puis, avec cette délicatesse calculée qui le caractérisait, il répondit « Vous parlez comme quelqu'un qui a vu ce que les autres préfèrent ignorer. » Elle ne répondit pas. Elle se contenta de tourner les yeux vers le salon d'extérieur où les convives riaient. « Il trinque, monsieur Poirot, mais aucun ne veut lever son verre à ce qui fut. » Il aurait voulu l'interroger davantage, mais déjà elle s'éloignait, la robe frôlant les feuilles. Avant de disparaître, elle lança une phrase à peine audible. « Je n'oublie rien, moi. » Poirot resta seul, au milieu des roses. Et dans ce silence parfumé, un soupçon grandit, une intuition encore floue, mais persistante. Il savait désormais qu'un voile venait de se soulever. De retour parmi les invités, Poirot ne parlait presque plus. Son regard, pourtant, s'attardait çà et là, cherchant, non pas des preuves, mais des dissonances. Il observait la manière dont Étienne de Rochefort, le père de Madeleine, évitait de croiser son regard, comment Sylvia Darblay, la sculptrice, riait trop fort à une remarque anodine, comment Lady Dupin elle-même semblait nerveuse, ses doigts pianotant contre son verre sans s'en rendre compte. « Il y a ici une chorégraphie bien huilée, Hastings, » me dit-il à voix basse, « mais écoutez le silence entre les mouvements. C'est là que résident les vraies tensions. » La lumière dorée du crépuscule adoucissait tout. Même les fissures semblaient belles. Et pourtant, sous cette beauté de carte postale, Poirot ressentait un malaise subtil, une tension qui n'était pas encore tragédie, mais qui s'en rapprochait, comme une corde tendue sur un violon trop longtemps accordé. Il ne savait pas encore ce qu'il cherchait, mais il savait qu'il allait le trouver. Ce ne fut que plus tard, alors que le dîner touchait à sa fin et que les invités se dispersaient lentement vers leur chambre, qu'un valet s'approcha discrètement de Poirot. Il tendait une enveloppe mince, pliée avec soin. « Mademoiselle de Rochefort, » murmura-t-il, « elle m'a demandé de vous remettre ceci, sans délai. » Poirot ouvrit l'enveloppe. Le message était bref, écrit d'une main assurée. « Puis-je vous parler ce soir, monsieur Poirot? Il faut que je vous dise ce que j'ai vu, ce que je sais. Je vous attends, après minuit, dans le jardin. » Un silence tomba dans notre chambre lorsque Poirot me lut ces mots. Il resta un moment immobile, les doigts posés sur la feuille, comme pour en capter le souffle. Mais cette entrevue n'eut jamais lieu. Le lendemain, à l'aube, un cri traversa le domaine. On venait de retrouver le corps de Madeleine, allongé dans le labyrinthe de roses. Poirot reposa la lettre sur la table de nuit, les sourcils froncés d'une douleur muette. Elle savait, Hastings, et maintenant, elle ne dira plus rien. C'est peu avant 6 heures que le cri du jardinier rompit le silence matinal du domaine des lys. Il avait pénétré dans le labyrinthe de roses pour tailler les branches les plus basses, comme à son habitude lorsqu'il aperçut, au détour d'une allée, le corps étendu d'une femme. Sa voix, tremblante d'effroi, attira bientôt les premiers domestiques. Madeleine de Rochefort gisait là, inerte, sur le gravier pâle,
sa robe de bal légèrement froissée, les cheveux défaits sur l'épaule. Son visage, d'une pâleur presque irréelle, semblait intact, paisible même, comme si la mort l'avait effleuré sans violence. Lorsque Poirot fut averti, il n'eut qu'un regard vers l'horloge de la bibliothèque. Il ne dit mot. Je l'accompagnais tandis que nous descendions, traversant les couloirs encore imprégnés des effluves de la soirée précédente. Autour du labyrinthe, les invités commençaient à se rassembler, certains dans leurs peignoirs, d'autres encore mal réveillés, les visages figés dans cette expression confuse qu'apporte la proximité soudaine de la mort. Poirot s'arrêta net devant le corps. Il plissa les yeux. Rien n'était déplacé, rien n'indiquait une lutte. Il n'y avait pas de terre sur les chevilles, pas de trace de fuite. Il se pencha légèrement et murmura, presque pour lui-même, « C'est trop calme, beaucoup trop calme », alors que le médecin du village, convoqué en hâte, murmurait déjà des hypothèses d'un malaise cardiaque ou d'un excès de sédatif, des explications rassurantes pour les vivants. Poirot, lui, examinait la scène avec un œil que nul sommeil n'endormait. Il s'attarda longuement sur la disposition du corps, sur la manière dont la tête était délicatement tournée vers la gauche, comme si Madeleine s'était assoupie là de son plein gré. « Regardez, Hastings, » dit-il à voix basse, m'invitant à remarquer la symétrie étrange de la scène. Aucune trace de panique. Les plis de la robe sont intacts, même la main droite repose, paume ouverte, comme posée là par un sculpteur soigneux. Je tentais d'objecter qu'un malaise pouvait survenir sans tumulte, mais Poirot secoua doucement la tête. « Non, non, mon ami, une chute n'est jamais esthétique. Le corps trahit toujours quelque chose. Ici, tout est trop arrangé, trop poétique, comme si la mort avait été mise en scène pour flatter le regard. » Il se pencha à nouveau, effleurant la dentelle au col de la robe. « Et cela, ajouta-t-il, n'est pas le fruit du hasard. » Un silence lourd s'installa entre nous. Ce n'était pas une découverte, c'était une déclaration, une vérité que quelqu'un avait voulu déguiser en rêve. Poirot se pencha davantage, concentrant son attention sur la main gauche de la défunte, qui, contrairement à l'autre, était légèrement refermée. D'un geste lent, presque respectueux, il écarta les doigts de Madeleine. Là, dissimulé dans la paume, se trouvait un fragment de dentelle ancienne, jauni par le temps, déchiré à la jointure. Je m'apprêtais à y voir un simple résidu de sa robe, mais Poirot l'examina longuement, le tenant du bout des doigts, comme s'il s'agissait d'un papillon fragile. « Ce n'est pas un ornement, Hastings, c'est un gant, et pas n'importe lequel. Observez le motif. Voyez cette broderie délicate. Ce genre de pièce ne se porte plus. C'est ancien et intime. » Il leva les yeux vers moi, son regard soudain chargé d'une gravité inédite. « Ce gant ne lui appartient pas, » dit-il doucement. « Il appartient au passé. » Je compris alors ce qu'il voulait dire. Ce gant portait une mémoire, une appartenance oubliée. Et si Madeleine l'avait serré ainsi dans sa main, au seuil de la mort, ce n'était ni par hasard, ni par coquetterie. C'était un message. Autour du labyrinthe, la nouvelle de la mort de Madeleine s'était répandue comme une onde silencieuse. Les visages s'étaient figés, mais les réactions, elles, variaient avec une rapidité qui, pour un œil attentif, disait beaucoup plus que des sanglots. Lady Dupin, droite comme un cyprès, semblait s'être pétrifiée dans une dignité de marbre. Elle ne pleurait pas. Elle murmurait, à voix basse, des consignes au majordome, comme si la tenue de la maison primait sur la tragédie. Un détachement que je tentais d'attribuer à l'éducation, mais Poirot, lui, fronçait doucement les sourcils. Étienne de Rochefort, le père, arriva plus tard, le visage fermé,
la mâchoire contractée, il regarda à peine le corps. Il se contenta de demander si un médecin avait été consulté, puis se détourna, l'air pressé, presque ennuyé. Une réaction glaçante. Sylvia Darblay, elle, fondit en larmes, mais ses sanglots étaient si sonores, si théâtraux, qu'ils semblaient envoler la scène au silence sacré du deuil. Poirot la fixa longuement, puis détourna le regard, pensif. Quant au révérend maréchal, il s'agenouilla un instant, pria, puis se releva sans un mot, les yeux dans le vague, comme absent à lui-même. Il y avait, en cet instant suspendu, une vérité insidieuse. Tous semblaient affectés, mais pas tous chagrinés. Le fragment de gant, Poirot l'avait glissé dans un mouchoir immaculé, plié avec soin. Il demanda à voir Lady Dupin en privé, et elle accepta, le visage tiré, le regard vide. Dans le petit salon attenant à la véranda, il déplia le tissu et lui montra la pièce de dentelle jaunie. Un long silence suivit. Puis, d'une voix presque brisée, Lady Dupin murmura « Ce n'est pas celui de Madeleine, c'était à sa mère. » Poirot ne dit rien. Il attendait. La vieille dame détourna les yeux. Elle portait ses gants le soir du bal de la Saint-Jean. C'était peu avant l'incendie. Il s'agissait donc bien de la mère de Madeleine, morte des années plus tôt dans un accident domestique, aussi tragique qu'étrangement discret. Officiellement, une chandelle renversée dans la serre. Officieusement, les rumeurs n'avaient jamais cessé. Elle tenait beaucoup à ses gants, brodés à la main, transmis par sa propre mère. Lady Dupin passa une main sur ses tempes. Je croyais les avoir brûlées. Poirot releva à peine les sourcils. Ce gant n'était pas revenu par hasard. Quelqu'un, quelque part, avait conservé ce symbole et l'avait restitué au moment exact. Alors que le médecin signait les premiers constats, Poirot demanda qu'on laisse le corps encore un moment, seul. Il s'agenouilla une fois de plus, non pas pour prier, mais pour scruter. Chaque pli, chaque détail comptait. Son regard s'attarda cette fois sur la main droite, paume ouverte, celle-là même qu'il avait jugée trop parfaite. Entre les lignes de la peau, presque dissimulée dans la courbe des doigts, se trouvait un petit brin écrasé, vert, discret, à peine odorant. « Romarin » dit-il à mi-voix, en l'extrayant avec une délicatesse infinie. Je m'approchai. « Une plante du jardin ?» Il secoua légèrement la tête. « Le romarin, mon ami, n'est pas qu'un ornement. C'est une plante de mémoire. Shakespeare, n'est-ce pas? Il est pour le souvenir. » Je demeurai un instant sans voix. Cette jeune fille, morte à l'aube, avait serré un gant de sa mère, et ce brin de romarin, deux reliques du passé, deux symboles du souvenir. Poirot ferma lentement sa main sur le brin. Elle n'a pas été surprise par la mort, Hastings. Elle s'y préparait. Elle voulait dire quelque chose. Mais à qui? Et pourquoi maintenant? Ces questions, déjà, flottaient autour de nous comme le parfum discret du romarin, persistant, insaisissable. Poirot demanda à s'entretenir avec Étienne de Rochefort dans sa bibliothèque, un espace aux murs tapissés de cuir et de silence. L'air y était chargé d'une odeur dense de papier ancien, mêlée à celle, plus froide, d'un cigare éteint depuis des heures. Le maître des lieux était assis derrière un vaste bureau en acajou, les doigts posés sur un volume du XVIIe siècle, comme s'il avait voulu, par ce geste figé, s'ancrer à autre chose qu'au présent. « Monsieur Poirot, je vous écoute, » dit-il, d'un ton neutre, sans même un regard direct. Poirot, en homme de délicatesse, commença par évoquer la douleur d'un père endeuillé. Mais Étienne se contenta d'un hochement de tête. Aucune crispation du visage, aucune ride ne trahit l'onde d'un chagrin contenu. Il parlait peu
pesant chaque mot comme un avocat redoutant le faux pas. « Ma fille était fragile, dit-il finalement. Sensible aux choses, trop sensible. » Poirot observe l'ordre parfait des rayonnages. Les objets posés selon une symétrie rigoureuse. Ce n'était pas un espace de deuil, mais de contrôle. Lorsque l'entretien s'acheva, Poirot prit congé en silence, mais son regard se porta une dernière fois sur un cadre argenté retourné face contre bois. Étienne ne montrait pas la photo de sa fille. Il la taisait. De retour auprès de moi, Poirot demeura un moment pensif. Il s'arrêta dans la galerie menant au jardin, mains croisées dans le dos, le front légèrement plissé. « Ce monsieur de Rochefort, dit-il enfin, est un homme d'ordre, d'un ordre presque maladif. Or, mon ami, l'ordre rigide dissimule parfois un chaos plus ancien. » Je tentai de défendre Étienne, suggérant que chacun vivait son deuil à sa manière. Mais Poirot me coupa doucement. « Justement, ce n'est pas un deuil que j'ai vu, c'est un refus, une distance trop grande, trop froide, et ce vocabulaire, fragile, trop sensible, comme si l'on parlait d'un bibelot cassé, non d'une enfant. » Il ajouta, presque pour lui-même, « Les pères absents ne sont pas toujours ceux qui quittent le foyer. » Puis il reprit sa marche, comme porté par une intuition naissante. Il savait désormais que derrière le mutisme d'Étienne ne se cachait pas uniquement la pudeur ou la douleur. Il y avait autre chose, une volonté délibérée d'effacer ou de ne pas se souvenir. Poirot souhaita ensuite voir mademoiselle Sylvia Darblay, la sculptrice, qu'il trouva dans l'atelier attenant à la vieille orangerie. L'endroit était empli d'objets inachevés, bustes au visage voilé, fragments de mains en plâtre, formes à peine ébauchées, comme autant d'idées abandonnées. Sylvia travaillait debout, les manches retroussées, les joues encore tachées de larmes. Lorsqu'elle vit Poirot, elle posa brusquement son ciseau. « Je suppose que vous venez pour Madeleine ?» dit-elle d'un ton tranchant, presque défiant. Poirot acquiesça sans mot. Il s'approche d'un petit buste couvert d'un drap. « Vous étiez proche d'elle, n'est-ce pas ?» Elle haussa les épaules, un geste nerveux. Nous étions complices. Mais elle avait changé ces derniers temps, fermée, soupçonneuse. Poirot observa ses gestes. Ils étaient rapides, mécaniques, comme si elle cherchait à s'occuper pour ne pas penser. « Et vous ?» demanda-t-il doucement. « Avez-vous changé aussi ?» Un silence suivit. Puis, avec une brusquerie soudaine, elle brisa un éclat de plâtre du pied de la statue. Ce lieu est trop plein de souvenirs. Certains ne méritent pas d'être figés. Poirot nota l'instabilité, la fébrilité, et aussi ce détail. Dans cet atelier, tout parlait d'elle, rien de Madeleine. Lorsque Poirot évoqua leur lien passé, Sylvia détourna le regard. « Oui, nous étions proches. Mais les choses changent. Elle est devenue distante, méfiante. Elle posait des questions. »« Sur quoi ?» interrogea Poirot, tout en effleurant une sculpture inachevée. Elle hésita, le menton levé dans une posture de défi mal dissimulée. Sur le passé, sur sa mère, sur des choses qu'il vaut mieux ne pas réveiller. Poirot resta immobile, puis inclina la tête avec douceur. « Parfois, mademoiselle, ce ne sont pas les questions qui dérangent, mais ceux qui savent déjà les réponses. » Elle serra les dents. Madeleine voyait trop, toujours. C'était épuisant. Le mot tomba comme une gifle, non pour son intensité, mais pour ce qu'il révélait, une lassitude mêlée de rancune. Poirot, sans appuyer, remercia et sortit de l'atelier. Dehors, je le vis refermer la porte, lentement. Une amitié brisée, mon ami, ne laisse pas toujours des éclasses visibles,
mais elle peut couper plus profondément que le marbre. Poirot demanda à voir le révérend maréchal, un homme d'une 60aine d'années, au regard doux mais fuyant, installé dans une ancienne salle de lecture reconvertie en oratoire. Des icônes modestes côtoyaient des livres mystiques. L'atmosphère y était paisible, presque trop. La pauvre enfant, soupira-t-il en joignant les mains. Elle était en quête de sens, de vérité, peut-être de pardon. Poirot observe un crucifix posé de biais sur la table. « Et vous l'aidiez » Le révérend hocha la tête, puis ajouta « J'ai tenté. » Mais Madeleine avait un esprit libre, trop libre peut-être pour la paix. Poirot se pencha légèrement, l'œil attentif. Elle vous a accusé, récemment, de fausseté. Un léger tremblement parcourut la mâchoire du révérend. Elle m'en voulait d'avoir guidé sa grand-mère vers un chemin de rédemption, qu'elle jugeait intéressé. Poirot sourit poliment. Et l'était-il ? Le silence qui suivit fut plus parlant que 1000 réponses. J'ai aimé cette famille, même dans leurs errances. Poirot se leva lentement. Il savait désormais que ce guide des âmes avait peut-être conduit certains vers la lumière, mais en dissimulant l'ombre de ses propres regrets. De retour dans notre chambre, Poirot s'installa dans le fauteuil près de la fenêtre, les doigts réunis sous son menton, dans son geste favori de méditation. 3 entretiens, Hastings, et 3 formes d'évitement. Il énuméra calmement Monsieur de Rochefort, le silence stratégique d'un homme qui a trop de choses à ne pas dire. Mademoiselle Sylvia, l'orgueil blessé mêlé d'un ressentiment ancien. Et le révérend maréchal, qui ment avec l'aisance de ceux qui croient encore à leur propre vertu. Je hochai la tête. Vous croyez que l'un d'eux... Il m'interrompit doucement. Chacun cache quelque chose. Mais ce n'est pas la même chose. Voilà où réside la subtilité. Le criminel ne se distingue pas par la nature de son mensonge, mais par la manière dont il supporte qu'on le lui rappelle. Un long silence suivit, que Poirot brisa enfin d'un murmure, et je crois que la vérité est là, quelque part, dissimulée dans un portrait. Dans le couloir principal, une galerie de portraits familiaux bordait le mur. Poirot s'y arrêta longuement, examinant un tableau en particulier, celui d'une femme au port altier, les traits semblables à ceux de Madeleine. Il effleura le cadre, observa les fixations, puis fit un geste discret. Derrière le panneau, soigneusement glissé entre le châssis et le mur, se trouvait un carnet à la reliure de cuir souple, usé, annoté, intime. « Le journal de Madeleine » souffla-t-il. Il s'assit sur une banquette et commença à tourner les pages. Les premières étaient pleines de réflexions brèves, parfois sombres, souvent lucides, mais bientôt, il s'aperçut que plusieurs feuilles avaient été arrachées, nettes, récemment. Elle écrivait jusqu'à la veille de sa mort, murmura-t-il, et quelqu'un a voulu faire taire ce qu'elle avait compris. Ce n'était pas un simple journal de jeune fille, c'était une mémoire active, une enquête intime, et quelqu'un, quelque part, avait eu peur de ce qu'elle écrivait. Poirot referma le carnet lentement. Elle savait, mais elle n'était pas seule à savoir. Assis à son bureau dans une chambre d'invité silencieuse, Poirot feuilletait lentement le carnet de Madeleine, ses doigts gantés, effleurant le cuir patiné avec la minutie d'un conservateur de musée. Les pages encore intactes étaient d'une écriture fine, presque scolaire, ponctuée de ratures nerveuses. Ce n'était pas un journal intime au sens romantique du terme, mais plutôt un carnet d'observation, une cartographie intime d'un monde qu'elle jugeait corrompu. Dans un passage daté d'une semaine avant sa mort, elle écrivait « Les femmes dans cette maison portent des chaînes anciennes, cousues à même leurs robes. Il y a une malédiction sur nous,
une peur qui change de nom à chaque génération. Plus loin, une mention isolée attira l'attention de Poirot. L'autre témoin. Il se tait, mais il sait. Je ne suis pas la seule à avoir vu ce que je n'aurais pas dû. Poirot fronça les sourcils, relut 2 fois. Qui était cet autre témoin? Était-ce une invention d'un esprit troublé, ou une présence bien réelle, dissimulée dans l'ombre des convenances? Il referma le carnet sans le quitter des yeux. Cette jeune fille, Hastings, elle écrivait comme on plante des mines, et l'une d'elles vient d'exploser. En reposant le carnet, Poirot s'attarda sur les feuillets manquants, arrachés avec une précision presque chirurgicale. Il en compta 7, toutes dans la dernière section, réparties de manière irrégulière. Ce n'était pas un acte de colère ni de panique, mais un effacement choisi, réfléchi, méthodique. Ce n'est pas elle qui les a ôtés, déclara-t-il avec assurance. Elle n'aurait jamais laissé le reste visible. Elle savait que tout serait lu. Je m'étonnais. Mais pourquoi ne pas avoir pris le carnet en entier? Parce que cela aurait attiré l'attention, tandis qu'un journal partiel, laissé en évidence, crée une illusion de sincérité. Le geste est subtil, Hastings. Et cela, c'est toujours l'œuvre de quelqu'un qui connaît bien la psychologie. Poirot se redressa lentement, les yeux légèrement plissés. L'absence dans cette affaire parlait aussi fort que les mots présents. Ce que Madeleine n'avait pas pu écrire, ou plutôt ce que l'on avait voulu taire à sa place, constituait peut-être le cœur même de ce qui l'avait tué. Le lendemain matin, Poirot se rendit discrètement auprès du majordome, un homme discret nommé Jules, et lui demanda à consulter le registre des clés. Celui-ci, tenu avec un soin militaire, indiquait les détenteurs des doubles des pièces privées du domaine. « La bibliothèque ?» demanda Poirot. Jules consulta la colonne correspondante. « 2 jeux, monsieur. » L'un entre les mains de monsieur de Rochefort, naturellement, et l'autre confié au révérend maréchal, depuis que madame la baronne s'en remet à lui pour son travail de transcription spirituelle. Poirot incline la tête, songeur. Personne d'autre n'y accède? Non, monsieur, ni les domestiques, ni mademoiselle Sylvia. C'est une règle stricte. Poirot ne fit aucun commentaire. Mais en sortant du bureau du majordome, je vis qu'il notait mentalement quelque chose. Ce petit pli au coin de sa bouche qui, chez lui, trahissait une association d'idées en marche. 2 hommes, 2 accès et 2 silences, Hastings. Nous savons désormais qui pouvait entrer. Il nous faut comprendre qui devait le faire. Pendant que Poirot poursuivait ses déductions, je m'occupais, à sa demande, de converser avec quelques membres du personnel, sous prétexte de m'informer sur le bon fonctionnement de la maison. Dans les cuisines, les confidences vont plus vite que dans les salons. Une vieille lingère, prénommée Lucette, finit par glisser quelques mots alors qu'elle pliait du linge. C'est triste pour la demoiselle, mais ce n'est pas la première fois qu'une femme tombe ici. Je fis mine de ne pas comprendre. Elle poursuivit, sans lever les yeux. La mère, elle aussi est partie comme ça, sans bruit, sans cri. Dans la serre, paraît-il, on a dit « accident ». Mais personne n'a jamais voulu ouvrir les volets ce matin-là. Un garçon de cuisine ajouta à voix basse « Le maître, il n'a jamais reparlé d'elle, il a tout fait brûler, même ses photos. » Ces mots, soufflés dans l'ombre, eurent sur moi l'effet d'un frisson glacé. Madeleine avait grandi dans ce silence, étouffée, dans cet oubli imposé. Et si elle avait voulu déterrer le passé, ce n'était pas par curiosité, mais pour briser quelque chose. Lorsque je rapportai à Poirot les propos des domestiques, il resta longuement pensif, les doigts sombres posés sur le carnet de Madeleine, comme s'il tentait d'en extraire la chaleur résiduelle. Puis il déclara doucement
Il n'est pas rare, Hastings, que les enfants sentent ce que les adultes se refusent à nommer. Il reprit le journal, tourna quelques pages, puis s'arrêta sur une phrase énigmatique. Je comprends mieux maintenant pourquoi elle voulait partir, pourquoi elle parlait de fuir, même sans bagage. Elle, c'était sa mère, bien sûr, murmura Poirot. Et je pense que Madeleine savait, ou croyait savoir. Elle n'avait pas oublié, elle avait hérité du doute. Il se leva, soudain plus grave. Vous voyez, mon ami, on peut étouffer un scandale, dissimuler un crime, effacer des lettres, brûler des portraits. Mais l'instinct d'un enfant demeure. Et lorsqu'il grandit, cet instinct devient soupçon. Et le soupçon, s'il est nourri, devient vérité. Ce fut au soir de ce même jour que Poirot trouva, glissée sous la porte de sa chambre, une enveloppe fine, sans sceau ni nom. Il la prit entre deux doigts, l'observa un moment à la lumière de la lampe, puis l'ouvrit avec un coupe-papier d'argent. À l'intérieur, une feuille pliée en 4, du même papier que celui du carnet de Madeleine, et la même écriture. Le message était court. Elle m'a dit la vérité avant l'incendie. Je dois encore la protéger, même maintenant. Aucune signature, aucune date, mais la plume tremblait légèrement, non pas de peur, mais d'émotion. Poirot resta silencieux, puis il replia la feuille très lentement et murmura « Cela, Hastings, change tout. Vous pensez que… » Il acquiesça. Quelqu'un d'autre sait, quelqu'un d'autre a vu, l'autre témoin exige, et il a tenté de sauver une mémoire. Il posa l'enveloppe à côté du gant, du brin de romarin et du carnet. Les indices s'accumulaient, comme des pièces d'un puzzle ancien. Mais à mesure que l'image se dessinait, elle devenait plus douloureuse, plus humaine, et surtout, plus dangereuse. En feuilletant les derniers registres du domaine, et en interrogeant discrètement Jules, le majordome, Poirot reconstitua un épisode dont personne ne parlait plus, à voix haute. La mort, il y a 15 ans, d'Élise de Rochefort, l'épouse d'Étienne, survenue dans la serre du domaine, à la suite d'un prétendu accident domestique. L'affaire avait été classée avec une hâte suspecte. L'enquête conclut à une chandelle renversée par le vent, un accès de faiblesse, une crise de nerfs. Le médecin, un ami de la famille, avait signé sans insister. Mais ce que Poirot découvrit surtout, c'est que Madeleine, alors âgée de 6 ans, se trouvait sur les lieux ce soir-là. Pas à l'intérieur de la serre, non, mais assez proche pour avoir vu ou entendu quelque chose. Un enfant silencieux, mon ami, dit-il en me rapportant ses constatations, est une énigme vivante. On croit qu'il oublie, mais ce n'est pas l'oubli, c'est l'enterrement. La mort de sa mère, couverte par les convenances, scellée dans le marbre du silence familial, avait laissé une trace que Madeleine avait portée en elle, comme une fièvre latente. Poirot en était désormais convaincu. La vérité de ce passé n'avait pas seulement survécu, elle s'était réveillée. Poirot demeura longuement penché sur les derniers mots du journal de Madeleine. Il y lisait entre les lignes, traquant non ce qu'elle disait, mais ce qu'elle ne pouvait encore dire. Le traumatisme, Hastings, expliqua-t-il doucement, ne disparaît jamais. Il se mue, il attend. Et lorsque quelque chose d'émotionnellement équivalent surgit, un mariage, un retour, une fête dans le même décor, alors le souvenir revient. Pas toujours avec des images précises, non. Parfois avec des impressions, des silences, des symboles. Il montra du doigt une phrase isolée dans la marge du carnet. Elle avait crié, et pourtant, personne ne l'a entendue. Il n'y avait aucun nom, aucune date. Mais dans cette notation brève, presque rêveuse, Poirot lisait un fragment de mémoire refoulé. Ce cri, Hastings, Madeleine ne l'a pas entendu avec ses oreilles d'enfant.
Elle l'a senti, avec son cœur d'adulte. Ce que Madeleine avait vu dans cette serre embrasée, elle n'avait jamais pu le formuler. Mais au moment de ses propres fiançailles, alors que l'histoire menaçait de se répéter, l'image s'était ranimée. Elle n'était plus une enfant spectatrice. Elle était devenue la porteuse d'un souvenir que d'autres avaient juré d'effacer. Ce fut dans le boudoir feutré de Lady Dupin que Poirot demanda audience. Elle l'accueillit avec une retenue froide, les mains croisées sur un châle de laine fine, le regard perdu dans le jardin. « Vous êtes ici pour la vérité, monsieur Poirot ?» demanda-t-elle sans détour. « Ou pour un récit acceptable ?» Il s'inclina. « Je préfère la vérité, madame. » Même lorsqu'elle dérange. Elle resta un moment silencieuse, puis soupira. Élise n'était pas faite pour ce monde, trop vive, trop indépendante. Elle posait des questions, bousculait les codes, elle gênait. « Et elle menaçait de partir ?» souffla Poirot. Lady Dupin acquiesça lentement. Elle avait dit à Étienne qu'elle quitterait le domaine, qu'elle emmènerait Madeleine, qu'elle parlerait. Poirot incline légèrement la tête, et quelques jours plus tard, elle mourait dans un incendie. Un tremblement imperceptible parcourut les mains de Lady Dupin. Je n'ai jamais dit qu'il y avait un lien, mais j'ai prié pour qu'on n'en trouve jamais. Elle baissa les yeux, honteuse. Poirot n'ajouta rien, car parfois, le silence d'une femme de devoir en disait plus long qu'un aveu. Avant de quitter le salon, Poirot se retourna. Lady Dupin fixait toujours les hortensias, comme si elle y cherchait une absolution. Il attendit. Puis, d'un ton presque inaudible, elle murmura « Madeleine est venue me voir, la veille. » Il ne bougea pas. Elle m'a dit qu'elle savait ce qui était arrivé à sa mère. Elle m'a parlé d'un objet qu'elle avait retrouvé, d'un détail qu'elle n'avait jamais compris et qui maintenant lui semblait évident. « Et vous, madame ?» Elle ferma les yeux. Je lui ai dit de se taire, qu'il valait mieux oublier, qu'on ne guérit pas en réveillant les morts. Poirot la remercia d'un simple regard. Dans le couloir, il me souffla. Elle ne l'a pas cru. Et c'est cela, Hastings, qui a scellé le sort de la jeune fille. Lorsqu'on cherche un témoin et que l'on trouve un mur, on crie plus fort. Madeleine n'avait pas seulement voulu comprendre, elle avait espéré être entendue. Mais parfois, l'aveu d'un enfant devient insupportable aux adultes, surtout lorsqu'ils touchent une vérité qu'eux-mêmes ont choisi d'ensevelir. Ce n'est que plus tard, au détour d'une conversation avec le joaillier, venu discrètement récupérer les bijoux de la défunte, que Poirot posa une question anodine. « Cette bague-ci, monsieur, était-elle bien celle choisie pour les fiançailles ?» Le vieil artisan cligna des yeux. « Non, monsieur. Celle-ci n'est pas la commande. J'avais fourni une émeraude sertie or blanc, fine et discrète. Celle-ci est bien plus ancienne et bien plus personnelle. » Poirot le remercia. Lorsqu'il me retrouva dans le vestibule, il ne dit mot, mais me tendit la bague. Gravée à l'intérieur, une inscription presque effacée, pour eux, en dépit de tout. « Ce n'était pas sa bague de fiançailles, » murmura-t-il. « C'était celle de sa mère. » Je fronçai les sourcils. Pourquoi l'aurait-elle portée? Parce qu'elle voulait que quelqu'un la voie, parce qu'elle ne pouvait pas dire. Elle a crié avec les objets, Hastings, avec le gant, avec le romarin, avec cette bague. Une mise en scène, oui, mais pas celle d'un meurtrier, celle d'une fille en guerre contre l'oubli. Plus tard, Poirot demanda à visiter la serre, désormais abandonnée, sa structure de verre craquelée, envahie de ronces. Tandis que Jules dégageait le passage, il s'arrêta net devant un massif de chèvrefeuilles récemment dérangé. Parmi les feuilles, un objet métallique luisait à moitié enfoui, un ciseau de sculpture. Poirot l'examina,
puis le tendit à Jules. « Qui fréquente cet endroit ?»« Personne, monsieur. Depuis l'incendie, c'est considéré comme maudit. » Le ciseau était gravé à l'arrière, S.D. Poirot attendit la fin du jour pour confronter Sylvia dans l'atelier. « Vous avez dit ne pas avoir approché la serre, mademoiselle. Pourtant, cet outil vous appartient. » Elle pâlit, mais tint bon. « On a dû me le voler. Pour le cacher là, dans la terre, non, non, cela ne tient pas. » Elle croisa les bras, tendus. « Et pourquoi aurais-je menti ?» Poirot la fixa longuement. « Parce que c'est là qu'Élise a été vue vivante pour la dernière fois. Et que Madeleine, peut-être, vous y a vu aussi. » Le silence qui suivit fut lourd. Il ne la désigna pas encore coupable. Mais il savait désormais que Sylvia mentait, et que ce mensonge, enfoui comme le ciseau, était prêt à refaire surface. Le lendemain, à la première heure, Poirot descendit seul dans les jardins, alors que les premières ombres de l'aube peignaient les rosiers d'un gris nacré. Il emprunta les allées du labyrinthe, foulant le gravier avec la lenteur d'un homme qui écoute plus qu'il ne cherche. Chaque embranchement semblait calculé, chaque virage soigneusement symétrique. Ce n'était pas un jardin romantique, mais un tracé imposant, presque rituel, comme une énigme géométrique posée au cœur du domaine. Poirot s'arrêta à l'endroit exact où le corps de Madeleine avait été découvert. Il ferma les yeux un instant, puis, les bras croisés dans son manteau de laine, il se mit à marcher à rebours, comptant ses pas à voix basse, notant la succession des bifurcations, l'alignement précis des haies. Il murmura. « Ce labyrinthe n'est pas seulement décoratif, Hastings. Il est conçu comme une réplique, une représentation. » Lorsqu'il ressortit du dédale, son regard se porta vers le flanc mest de la propriété, là où s'élevait une petite chapelle familiale, souvent ignorée des invités. Il venait de pressentir quelque chose, un lien ancien entre ce jardin et une autre architecture plus ancienne encore, et, comme toujours avec Poirot, ce n'était pas une intuition gratuite, c'était une certitude en formation. Dans la chapelle silencieuse, poussiéreuse, malgré les efforts récents de restauration, Poirot avança lentement jusqu'à l'abside. Là, au-dessus de l'autel, une fresque fanée attirait son regard. Un cercle central, entouré de lignes concentriques, croisées de chemins étroits, entrelacés comme des veines anciennes. C'était un labyrinthe. Poirot observa les détails, compta les embranchements, les ruptures de trajectoire. Tout concordait avec le tracé du jardin. « C'est un écho », murmura-t-il, « un double symbolique, un reflet déformé du spirituel dans le vivant. » Je lui demandai ce que cela signifiait, que le lieu du meurtre n'a pas été choisi au hasard, mon ami. Il a été pensé, intégré dans une logique de mémoire, de rituel. Le labyrinthe du jardin est une transcription terrestre de celui-ci. Et Madeleine a été placée au centre, comme un secret que l'on veut à la fois exposer et cacher. Ce lieu, qu'on croyait décoratif, avait été utilisé comme une scène, mais la pièce jouée n'était pas moderne, elle venait du passé. Poirot revint dans sa chambre et étala, sur une nappe blanche, les éléments qu'il avait jusque-là rassemblés, le gant de dentelle ancien, jauni mais intact, le brin de romarin, maintenant flétraille, mais toujours odorant, et une photographie en noir et blanc d'Élise de Rochefort, extraite d'un album poussiéreux, la montrant lors d'un bal, dans une robe d'un style identique à celui que portait Madeleine le soir de sa mort. « Ce n'est pas un crime impulsif, » dit-il. « C'est une construction, un poème visuel, une allégorie. Chaque élément, la robe, le gant, le jardin, même la bague, avait été choisi pour réactiver un souvenir.
non pas seulement chez la victime, mais chez l'observateur. On a voulu ressusciter Élise à travers Madeleine, la reproduire, l'exposer. Mais pourquoi? Dans quel but pervers ou pathétique? Poirot touchait là à un fil tendu entre deux générations, entre deux morts séparées par 15 ans. Et il savait que celui qui avait orchestré cette scène connaissait chaque détail de la tragédie première, et qu'il avait voulu la rejouer. Ce fut dans la chapelle même, à l'abri des oreilles mondaines, que Poirot demanda à s'entretenir avec le révérend maréchal. L'homme, vêtu sobrement, s'inclina avec réserve, mais son regard, cette fois, était chargé d'un trouble qu'il ne prit pas la peine de dissimuler. « Révérend », commença Poirot d'une voix douce, « la jeune Madeleine avait, paraît-il, exprimé des doutes à votre sujet. » Le prêtre resta immobile. « Elle m'accusait de manipulation spirituelle, si je ne m'abuse, et de mensonge, » ajouta Poirot. Un silence suivit, épais. Poirot s'approcha d'un vitrail, représentant la parabole du figuier stérile. Il reprit. « J'ai appris que vous aviez correspondu, jadis, avec Élise de Rochefort. Cette fois, le révérend baissa les yeux. Nous partagions des idées, un même rejet des hypocrisies de ce monde. » Poirot se tourna vers lui. « Étiez-vous amoureux d'elle ?» Le révérend releva la tête, lentement. « Oui. » Sa voix tremblait à peine. « Mais c'était platonique. » Poirot incline légèrement la tête. « Et aujourd'hui, ressentez-vous encore ce mépris pour Étienne de Rochefort, celui qui, selon vous, l'a détruite ?» Le prêtre répondit sans détour. « Ce n'est pas un homme que je bénirais. » Poirot garda le silence. Le doute n'était plus spirituel, il était humain, trop humain. Le révérend restait debout, les mains croisées dans le silence figé de la nef. Il parlait désormais non plus comme un guide, mais comme un homme vieillissant, fatigué d'avoir trop porté une vérité sans confession. Élise était la seule à voir à travers les façades du domaine. Elle disait que cette maison était bâtie sur des fondations de cendres et de silence. Poirot l'écoutait sans l'interrompre. Elle m'a confié ses doutes, sa peur. Elle savait des choses sur Étienne, des affaires louches, une femme, peut-être, des comptes. Je l'ignore. Mais elle avait pris une décision, partir. Il inspira profondément. Elle m'a écrit une dernière fois, 3 jours avant l'incendie, puis plus rien, et j'ai compris. Poirot observait son visage. Il n'y avait là ni cynisme, ni jeu, mais une tristesse ancienne, mêlée à une honte muette. Avez-vous eu un rôle dans la mort de Madeleine? Non, je le jure sur tout ce que je crois encore. Poirot hocha lentement la tête. Je vous crois, dit-il. Mais je crois aussi que vous saviez que la boucle se refermait, et que cette fois, ce n'est pas Élise qui devait brûler. Alors que Poirot s'apprêtait à quitter la chapelle, le révérend, jusqu'alors replié sur ses douleurs, l'arrêta d'un geste. « Il y a une chose que je dois vous dire. » Poirot s'immobilisa. La nuit du drame. Je ne dormais pas. L'angoisse, l'insomnie. Je suis sorti prendre l'air vers 2 heures. Il marqua une pause. Près du labyrinthe, j'ai vu 2 silhouettes. Madeleine et Mademoiselle Darblay. Poirot tourna lentement la tête. Que faisait-elle? Elle se disputait, assez vivement. Je n'ai pas compris les mots, mais c'était tendu. Madeleine tenait un objet à la main, un papier peut-être. Sylvia semblait furieuse. Et ensuite, Madeleine s'est éloignée, seule. Sylvia est restée figée, longtemps. Puis elle est rentrée. Poirot hocha doucement la tête. Il ne remercia pas. Il n'avait pas besoin de gratitude. Il tenait enfin une scène que personne n'avait mentionnée. Un échange nocturne, un déclencheur, et peut-être un mobile. Ce fut en fin d'après-midi,
alors qu'un vent sec balayait les cyprès du parc, que Poirot fit convoquer tous les habitants du domaine dans le grand salon. Le feu, à peine ravivé, ne réchauffait pas les esprits. Une tension muette enveloppait la pièce, faite de regards furtifs, de mains qui se crispent sur l'accoudoir d'un fauteuil, de respirations que l'on oublie de prendre. Lady Dupin était assise très droite, le visage figé d'une femme qui redoute la honte plus que la douleur. Étienne, debout derrière elle, les mâchoires tendues, semblait prêt à contester avant même d'avoir entendu. Sylvia, quant à elle, s'était volontairement tenue à l'écart, adossée à la fenêtre, les bras croisés, un éclair d'irritation dans le regard. Poirot, lentement, s'avança vers la cheminée et s'y arrêta. Son regard se posa tour à tour sur chacun. « Mes amis, il est temps, hélas, de dire la vérité. Pas celle des convenances, ni celle que l'on s'invente pour continuer à vivre sans heurts, mais la vérité nue, douloureuse parfois, et souvent cachée derrière les gestes les plus gracieux. » Le silence, alors, devint presque religieux. Ce que je vais dire, je le dis sans haine, mais avec certitude. Et dans ce climat tendu, presque sacré, il commença à dérouler le fil. Vous vous demandez, n'est-ce pas, comment une jeune fille comme Madeleine a pu déranger un ordre familial si solidement verrouillé. Poirot posa ses mains l'une sur l'autre, calmement. C'est qu'elle n'était pas seulement belle ou fragile. Elle était porteuse d'une mémoire que nul n'avait anticipée. Un frisson discret traversa la salle. Lorsqu'elle a revu la robe, le gant, le jardin, quelque chose s'est ouvert en elle. Un souvenir longtemps resté enfoui, fragmentaire, incompréhensible pour l'enfant qu'elle était encore. Hastings s'avança d'un pas. De quelle nature était ce souvenir, Poirot? Celui d'un cri dans la serre, d'un vêtement qui brûle, d'une silhouette qui fuyait dans la nuit. Poirot tourna la tête vers Sylvia, qui s'était raidie. Elle vous a reconnu. Ce n'était pas encore un souvenir verbal, structuré. C'était un saisissement, une intuition viscérale, comme on reconnaît un rêve oublié. Il marqua une pause. Elle vous a alors confronté. Et c'est là, précisément, que le drame a commencé à reprendre corps. Car Madeleine n'était plus seulement la fiancée docile, elle devenait témoin. Et peut-être une menace. Poirot reprit d'un ton plus grave encore, ses yeux fixant à présent Étienne, qui pâlit imperceptiblement. 15 ans auparavant, Élise de Rochefort, l'épouse brillante, cultivée, autrefois admirée, avait décidé de quitter son mari. Pas pour un autre homme, pour la vérité. Il se tourna vers Sylvia. Vous étiez sa confidente, l'unique personne en qui elle croyait pouvoir déposer ce fardeau. Elle vous avait confié qu'elle possédait des documents compromettants, des preuves de contrebande, d'œuvres d'art, de comptes ouverts à l'étranger, sous de faux noms. Lady Dupin ferma brièvement les yeux. Étienne garda le silence, mais un tic nerveux battait à sa tempe. Élise voulait parler. Elle en avait assez d'être une ombre dans un théâtre de famille. Elle voulait redevenir une femme libre. Poirot se tourna alors vers Sylvia, plus durement. « Et vous, qui aviez soif d'absolu, de beauté, de forme parfaite, vous avez entendu cette confession comme un outrage, pas seulement à Étienne, mais à l'idéal que vous aviez bâti autour de lui. » Sylvia détourna les yeux. « Vous ne l'avez pas dénoncé, mais vous l'avez suivi, ce soir-là. » Et le drame s'était enclenché, non pas comme un crime planifié, mais comme un déni passionné de la dissonance. Poirot marqua un silence, puis se détourna du groupe pour poser un regard lointain sur le tapis ancien, comme s'il retraçait dans sa mémoire les flammes d'un autre temps. Vous avez vu Élise entrer dans la serre. Vous l'avez suivie. Elle ignorait que vous étiez là.
Vous l'avez écoutée parler à voix haute, sans doute, murmurant peut-être les mots qu'elle n'avait pas osé dire devant Étienne. Poirot se retourna lentement vers Sylvia, et quelque chose en vous s'est brisé. Le silence devint insoutenable. Vous avez toujours vécu dans l'ombre du beau, du pur, de l'art. Mais cette nuit-là, vous avez voulu créer quelque chose, un geste, une œuvre. Il s'avança d'un pas. Vous avez versé l'essence sur les voiles de soie. Vous avez allumé l'allumette. Ce n'était pas une colère, ni même un meurtre dans votre esprit. C'était une purification, une justice. Sylvia restait droite, figée, mais ses mains tremblaient. Et quand, 15 ans plus tard, vous avez vu Madeleine porter la même robe, franchir les mêmes pas dans le labyrinthe, vous avez ressenti la dissonance, l'absurde retour du passé. Poirot baissa légèrement la voix. Alors vous avez recommencé, pas par haine, par nécessité, par obsession. Et le silence retomba comme un linceul sur le grand salon. La voix de Poirot se fit plus douce, comme s'il franchissait un seuil fragile, celui du souvenir blessé. Ce que Madeleine a vu cette nuit-là ne fut pas compris sur le champ. Elle n'était qu'une enfant, mais une enfant qui observait, qui ressentait, une enfant qui respirait la peur dans l'air et le parfum du feu dans la gorge. Lady Dupin leva un regard hagard, comme si elle revoyait elle aussi l'enfant, debout dans l'ombre, immobile. Le silence autour de l'événement a été total. On a parlé d'accident. On a pleuré, certes, mais sans remuer les cendres. On a entouré l'enfant de distractions, de dentelles, de protocoles. Elle a grandi dans une maison où la vérité était une absente polie. Poirot fit un pas, lentement. Mais les souvenirs, même mutilés, survivent. Ils s'accrochent à une odeur, à une lumière, à un mot. Le jour où elle a retrouvé ce gant, où elle a porté cette robe, la mémoire s'est remise en mouvement. Hastings murmura, et elle n'a rien dit. Non, car elle ne savait pas encore, pas vraiment. Ce n'est que devant Sylvia que les pièces du puzzle se sont imbriquées. Et à ce moment-là, il était trop tard. Poirot reprit plus lentement, comme s'il déposait, pièce par pièce, les fragments d'un vase brisé. Madeleine n'a pas hurlé. Elle n'a pas accusé. Elle a simplement dit, d'une voix calme, qu'elle se souvenait du feu, d'un parfum d'essence, de mains tachées. Le regard de Sylvia se voila, mais elle ne bougea pas. C'était quelques heures avant la fête de fiançailles. Elle pensait peut-être que vous nieriez, que vous expliqueriez. Mais vous, mademoiselle Sylvia, vous avez reconnu dans ce murmure le début de l'effondrement. Poirot s'interrompit, le regard grave. Et alors, vous avez fait ce que font parfois les âmes qui ne savent plus distinguer la beauté du mensonge. Vous avez inventé une fin parfaite, une mort, qui ne soit ni sale, ni brutale, ni publique. Un souffle parcourut l'assistance. Le vin servi à Madeleine, ce soir-là, contenait un calmant en dose mortelle. Pas un poison spectaculaire, non, un endormissement, un adieu. Poirot ajouta, presque en murmurant, « Elle est morte doucement, dans sa robe de soie, au cœur du labyrinthe, loin des cris, loin des disputes. » Il se tourna vers Lady Dupin, puis vers Hastings. « Vous voyez, mon ami, certains crimes se croient des œuvres d'art, mais ils demeurent des crimes. » Le silence retomba, plus pesant encore. Puis Poirot souleva entre deux doigts un objet délicat. Ce gant de dentelle. Il était dans la main de la victime. Un murmure parcourut la pièce. Ce gant appartenait à Élise de Rochefort. Il fut retrouvé, partiellement calciné, après l'incendie de la serre. On crut à une coïncidence, à un objet oublié dans les cendres. Mais non. Ce gant avait été conservé. Lady Dupin hocha la tête, très lentement,
comme si un aveu muet passait dans ses traits. Il ne s'agit pas d'un simple souvenir. Ce gant était un sceau, une relique, un rappel silencieux que la mère et la fille, malgré les années, étaient liées par une même vérité étouffée. Poirot fit un léger mouvement de la main. En le plaçant dans la main de Madeleine, vous, mademoiselle Sylvia, avez voulu refermer la boucle, comme un dernier geste de contrôle, un adieu maquillé en hommage. Hastings eut un léger frisson, une mise en scène presque tendre. Poirot conclut, mais fondé sur un mensonge si profond qu'il finit par corrompre même ce qu'il y avait de sincère. Poirot laissa retomber le gant sur le guéridon et tourna à présent son regard vers Lady Dupin. Elle ne tenta pas de fuir. « Vous n'êtes pas sot, vous n'êtes pas coupable de la mort de cette jeune fille, madame ? Mais vous avez, voulu que cette vérité ne soit jamais dite. » Lady Dupin baissa les yeux. « Vous avez tenté de retirer une page du journal de Madeleine, celle où elle notait ses rêves, ses impressions, ses doutes croissants. Une page qui, sans dire les choses clairement, laissait entendre qu'elle soupçonnait Sylvia. » Poirot s'approcha doucement. « Mais vous ne l'avez pas détruite, vous l'avez dissimulée, puis lorsque je me suis intéressé au cahier, vous l'avez discrètement replacée, pensant peut-être que, si j'étais assez fin, je saurais la repérer. » Un soupir profond s'échappa de ses lèvres. « Je ne voulais pas qu'Étienne sache. Je ne voulais pas qu'il haïsse encore une fois une femme. » Poirot s'inclina légèrement. « Votre rôle fut celui du silence, mais aussi, au dernier moment, de la justice discrète. » Elle ne répondit pas, mais dans son silence, il y avait autre chose qu'un aveu, un chagrin ancien, noué d'amour et de honte. Poirot revint à Sylvia, la dernière à ne pas s'être effondrée. Mais son visage n'était plus qu'un masque. Sous ses paupières closes, on devinait un combat intérieur, une fissure qui gagnait lentement. Vous avez tout contrôlé, l'espace, le symbolisme, même la mort. Mais il y a une chose, une seule, que vous ne pouviez pas contrôler, les yeux de Madeleine. Elle ouvrit les siens, très lentement, et murmura. Si bas qu'on crut d'abord à un souffle, elle avait les yeux de sa mère. Poirot ne dit rien. Elle continua, dans un étrange sourire triste, presque admiratif. La même lumière, la même révolte douce, et ce silence obstiné. Puis, comme si quelque chose s'était brisé en elle, sa voix se déforma. Il fallait les faire taire toutes les deux. Sinon, tout se serait défait. Tout ce que j'avais bâti, tout ce que j'avais donné. Lady Dupin tressaillit. Étienne détourna le regard. Poirot, très doucement, conclut. Voilà, mes amis, la vérité. Elle ne donne pas de satisfaction, elle n'offre pas toujours de triomphe, mais elle libère. Et dans ce salon où l'art avait servi de paravent au crime, un dernier silence se posa, non plus tendu, mais vide, comme un rideau qui se ferme. Avant de quitter la région, Poirot demanda à voir mademoiselle Sylvia une dernière fois. Il n'en avait nul besoin pour l'enquête. Tous les faits avaient été établis. Toutes les preuves pesaient avec la précision d'un horloger. Pourtant, quelque chose en lui, peut-être un reste de cette compassion silencieuse qu'il réservait aux âmes fissurées, le poussait à franchir le seuil de la prison. Il trouva Sylvia assise, droite, presque solennelle, dans sa robe grise qui ne trahissait ni son rang, ni son passé. Ses yeux s'ouvrirent lentement à la vue du visiteur. Elle ne sembla ni surprise, ni troublée. « Vous venez constater la ruine, monsieur Poirot ?» demanda-t-elle avec une ironie douce. Il secoua la tête. « Je viens, mademoiselle, pour écouter. » Un silence passa, comme un nuage, puis elle murmura. « J'ai compris. Je ne suis pas folle, pas comme ils le disent. Ce que j'ai fait, je l'ai fait lucidement. »
Poirot incline légèrement la tête. Elle reprit. C'était peut-être un crime, oui, mais dans mon esprit, c'était un poème. J'ai voulu que sa mort soit belle, pas comme celle de sa mère. Elle leva les yeux, cette fois avec une intensité presque enfantine. Vous comprenez, n'est-ce pas? J'ai conservé quelque chose de beau, même si tout le reste s'est effondré. Poirot ne répondit pas immédiatement. Il observe cette femme dont l'intelligence avait sombré dans l'abîme de l'esthétisme. Puis il se leva et murmura simplement « Ce n'est pas la beauté qui sauve, mademoiselle, c'est la vérité. » Et il sortit sans se retourner. Ce fut Hastings, dans une lettre qu'il m'écrivit quelques semaines plus tard, qui m'apprit le sort de Lady Dupin. Elle n'était ni emprisonnée, ni poursuivie. Aucun acte criminel ne pouvait lui être imputé. Mais elle avait disparu du théâtre mondain, comme une actrice qui quitte la scène, avant la fin du 3e acte, lasse de son rôle et de ses faux éclats. Elle s'était retirée dans un petit domaine, en bord de mer, en Bretagne, selon ce que rapportait la rumeur. Aucune réception, aucun thé mondain, aucune chronique dans les journaux illustrés. Juste des promenades solitaires et un jardin qu'elle s'obstinait à entretenir de ses propres mains, comme pour faire oublier celui qu'elle n'avait pas su protéger. Elle ne parle plus de Madeleine, m'écrivait Hastings, mais je crois qu'elle pense à elle chaque jour. Ce n'est pas le chagrin qui la mine, c'est cette certitude d'avoir choisi le silence. Encore une fois. Et dans ces mots résonnait l'ombre de toutes ces mères, à demi reines, à demi prisonnières, dont la dignité dissimule des plaies anciennes que nul ne pense jamais tout à fait. Lady Dupin n'avait pas fui. Elle s'était effacée. Ce qui, chez certaines femmes de son monde, tenait lieu d'expiation. Étienne, lui, ne parla plus. Après la révélation, après la chute, il s'était replié dans l'aile nord du domaine, comme un souverain déchu qui ne réclame ni justice ni pardon. Ses domestiques parlaient d'un homme amaigri, dont les gestes devenaient lents, presque mécaniques, comme s'il répétait une existence qui ne le concernait plus. Poirot reçut un télégramme sec quelques semaines plus tard. Étienne de Rochefort décédé hier matin. Aucun mot. Ce silence, qui avait été son armure, était devenu son tombeau. On enterra Étienne sans cérémonie publique, pas d'oraison, pas de discours. Juste un nom gravé dans la pierre, sous un chêne noueux, dans le coin ancien du cimetière familial. Poirot, en lisant les derniers mots de Hastings, ferma les yeux un instant. Il songea à ce que l'homme avait perdu, une femme, une fille, une illusion. Mais surtout, il songea à ce qu'il n'avait jamais su gagner. La capacité de regarder l'autre avec assez d'amour pour ne pas l'étouffer. Il était vérité, murmura Poirot pour lui-même, qui ne tue pas, mais qu'on préfère ne jamais connaître. Et ainsi, dans cette demeure trop longtemps enfermée dans ses propres symboles, le silence redevint ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, une simple absence de voix, et non un refus de vérité. Quelques jours après les obsèques discrètes d'Étienne, Poirot et moi avions pris le parti de faire une dernière promenade dans le jardin du domaine, avant notre retour à Londres. Le printemps s'installait, avec une lenteur gracieuse, comme s'il craignait de déranger les ombres. Là où s'élevait autrefois le labyrinthe, ne subsistaient que des allées de terre fraîche, et de jeunes rosiers, timidement en bouton, plantés avec soin par les jardiniers, sur ordre de Lady Dupin, avant son départ. Une renaissance fragile, Hastings, murmura Poirot, en marchant d'un pas régulier. Mais parfois, il faut effacer le symbole pour permettre au réel de respirer. Je demeurais silencieux. L'endroit avait changé, certes, mais il semblait encore habité par les échos du passé. Un rire interrompu, un parfum de romarin trop vif, une robe claire entre les feuillages. Les nouveaux rosiers ne remplaçaient pas,
Il rappelait. « Vous croyez qu'elle aurait aimé ces fleurs ?» demandai-je enfin, presque malgré moi. Poirot hocha la tête, pensif. « Ce ne sont pas les fleurs, mon ami. C'est le geste. C'est ce que nous faisons lorsque plus rien ne peut être réparé. » Le silence revint, mais il n'était plus pesant. Il ressemblait à un adieu que l'on accepte. Et dans le bruissement discret des feuilles nouvelles, quelque chose comme une paix commençait à s'écrire, ligne après ligne, dans la terre retournée. Nous poursuivions notre marche lorsque Poirot, sans me regarder, ajouta d'une voix douce « ce que la jeune Madeleine a retrouvé ce soir-là, ce n'était pas un simple souvenir, Hastings. C'était la vérité. » Je fronçai les sourcils, curieux. Une vérité factuelle, celle du feu, du crime. Non, non, plus profonde, plus douloureuse. Elle a compris ce que sa mère n'avait jamais pu dire à voix haute. Elle a lu dans les gestes, dans les silences de ceux qui l'entouraient. Elle a vu la beauté dissimuler la peur, l'art camoufler le rejet et l'amour, se transformer en oubli volontaire. Je n'eus pas de réponse à cela. Je sentais seulement que mon ami, derrière son apparente froideur, ressentait avec une intensité qui me dépassait. Elle savait, continua-t-il, que certaines vérités ne sont pas dites parce qu'elles dérangent l'ordre établi. Et pourtant, elle les a portées, jusqu'au bout, même seule. Nous fûmes un moment silencieux. Le vent jouait dans les pétales encore fermés. Poirot s'arrêta, effleura un rosier du bout des doigts. Voilà ce qu'elle avait compris, Hastings. Que la mémoire ne se trouve pas seulement dans les faits. Elle vit dans ce qu'on ne veut pas dire, dans les regards détournés, dans les fleurs qu'on plante trop tard. Le train qui devait nous ramener à Londres n'était attendu que dans 1 heure. Nous nous étions assis sur un banc de pierre, sous une pergola encore nue, où le lierre hésitait à reprendre ses droits. Poirot, les mains croisées sur sa canne, observait le jardin avec une gravité inhabituelle. Puis, sans se tourner vers moi, il parla presque pour lui-même. « Et vous, mes amis ?» Sa voix était plus basse, presque murmurée, comme s'il s'adressait à d'autres que moi, à ceux que l'on ne voit pas, mais qui écoutent. Auriez-vous parlé? Auriez-vous osé, sachant que la vérité détruirait ce que d'autres préfèrent oublier? Je n'osais interrompre. Il poursuivit. Le silence est parfois un choix de lâcheté, parfois une preuve d'amour, mais il reste toujours un pari sur l'oubli. Et l'oubli, Hastings, est un terrain bien traître pour y bâtir une vie. Il se leva lentement. Je fis de même. Nous quittâmes le jardin sans un mot de plus, et je compris alors que cette enquête n'était pas seulement une affaire de crime, c'était une affaire de mémoire, et de ce que l'on choisit de laisser fleurir ou mourir dans les coins cachés du cœur humain. Parfois, la vérité ne libère pas. Elle éclaire simplement ce que d'autres préféraient ne jamais revoir. Et vous, auriez-vous eu le courage de briser le silence, même si cela signifiait trahir la mémoire des vivants? Si cette histoire vous a touché, pensez à l'aimer, à la commenter, et à vous abonner pour d'autres énigmes empreintes d'ombres et de lumière. Que le parfum discret de la vérité vous accompagne encore, longtemps après les dernières lignes.